Bonjour à tous, dans cette vidéo je fabrique les rampes pour ma dépanneuse. Je fais aussi plein d'autres choses mais je vous laisse voir ça dans la vidéo. N'hésitez pas à laisser un like si ça vous plaît, à me laisser un commentaire, ça m'aide beaucoup, et à vous abonner pour ne pas louper la suite. Je vous laisse dans la vidéo. Allez, de retour sur la dépanneuse. Cette fois-ci j'espère que je vais pouvoir tout finir. Donc je vais m'occuper des étriers avant. Bon, alors les étriers, c'est les étriers d'origine qu'il y avait sur la dépanneuse. Je viens de les démonter du train avant, que j'ai pas remis. Le train avant qui est sur la dépanneuse, c'est celui que j'ai acheté avec la cabine de bétaillère pour ceux qui suivent. Et j'avais monté ces étriers dessus. Pourquoi je remplace pas les joints sur les étriers qu'il y a sur la dépanneuse? C'est pour éviter de l'arrêter trop longtemps. Donc là je vais refaire ceci. Comme on peut voir ici j'ai un kit. Alors là j'ai reçu un peu ouvert, mais bon c'est pas très grave. Heureusement il y a toutes les pièces dedans. Donc j'ai deux graisseurs. Il y en a un ici et un ici. Donc sur les deux étriers ils sont cassés vers le bas. Donc j'espère que j'arriverai à les sortir. J'ai les joints à l'intérieur qui font l'étanchéité des deux pistons. Ça doit être l'étanchéité entre les deux parties des étriers, on verra après. J'ai deux caches poussières. J'ai un seul cache pour les purgeurs alors qu'il y en a deux. C'est bizarre. J'ai aussi deux pistons tout neufs et j'ai un peu de maillot. Donc j'ai les deux kits pour chaque étrier différent. Donc je vais commencer par démonter déjà les plaquettes, enlever les goupilles, sortir les goupilles, enlever ça, enlever les plaquettes. Ensuite enlever les purgeurs qui sont déjà sur place. Enfin, qui sont pas cassés, enlever les deux morceaux de rigide là, qui sont branchés sur les flexibles. Et ensuite, je pourrais commencer à essayer de démonter les caches poussières et peut-être séparer les étriers en deux. Je vous montre ça en accéléré. Bon, tout est démonté, j'ai enlevé tous les joints, tous les caches poussières, tout ce qu'il fallait. Il manque plus que les purgeurs qui sont coincés à l'intérieur. Et puis il reste surtout à les nettoyer parce que c'est vraiment dans un état catastrophique. Donc je vais passer un coup à la fontaine de dégraissage pour les 4 morceaux d'étrier. Les pistons, ils n'étaient pas en si mauvais état que ça. Alors on peut voir qu'ils sont un petit peu sales ici, mais j'ai gratté, c'est juste de la saleté. Mais bon, vu que j'ai commandé les nouveaux, je les changerai et je garderai ceux-là au pire en secours, en pièces de rechange. De toute façon j'ai encore plein de pièces de rechange que je garde au cas où. Bref, je nettoie ça et puis on se retrouve après pour essayer d'enlever, je vais essayer d'enlever après les purgeurs qui sont cassés à l'intérieur. Bon, j'ai tout nettoyé et brossé les étriers, comme ça je pourrai les peindre directement quand j'aurai fini de les remonter. Je vais mettre un petit coup de peinture noire, ça fera propre, ça évitera qu'ils rouillent. Maintenant il va avoir le plus dur à faire, c'est pas ce côté, c'est ce côté, c'est de retirer les purgeurs. Donc là il y en a un qui a pété ici, et un deuxième ici. En fait j'en ai 3 sur 4 à retirer. Donc je vais y faire hors caméra parce que déjà que c'est bien galère. Si j'arrive à faire facilement un, je vous montrerai, mais là franchement je n'ai pas envie de me faire chier. Donc je vais essayer de les sortir, sachant qu'il ne faut pas que j'abîme le fond du puits parce que c'est là où ça fait l'étanchéité. Donc je vais essayer de faire ce que je peux.
Bon, comme prévu, c'est le cauchemar. Là, j'ai percé, j'ai réussi à enlever le morceau de purgeur. J'ai refilté, donc c'est du M7 par 100. Heureusement, j'avais le tarot. Et en mettant le purgeur, et ben déjà, il y a beaucoup de jeux. Donc, à mon avis, j'ai peut-être percé un dixième à côté. Enfin, il y a beaucoup de jeux. Il n'y a pas tant de jeux que ça. Mais quand je souffle, enfin, quand je le serre, déjà, je peux pas le serrer à fond parce qu'après, il saute d'un filet. Et quand je souffle là-dedans, et ben ça passe à travers. Donc, s'il n'y a pas d'étanchéité, déjà, rien qu'avec en soufflant avec la bouche, c'est même pas la peine. Donc, ce que je vais faire, c'est que j'ai toujours les étriers sur la dépanneuse qui ont les 4 purgeurs. Même s'il s'est bouché, je pourrais toujours démonter, changer les joints. Les joints, pour le moment, je les abîme pas. Donc, je vais quand même essayer de prendre un kit hélicoil en M7 par 100 pour essayer de percer plus gros, mettre un hélicoil en espérant que le cône soit en face. Alors après, je sais pas si ce cône, c'est le diamètre enfin, c'est le cône, l'angle d'un forêt. Bref, je vais essayer de prendre un kit hélicoil et puis on verra ce que ça donne. Sur l'autre étrier, je galère encore plus. J'ai même pas réussi à percer comme ça, mais bon, avec un kit d'hélicoil, je percerai plus gros. Et puis voilà. Là, j'ai essayé de disquer un peu pour faire droit, pour pouvoir percer dans l'axe. Et c'est une vraie misère vu que ça casse jamais droit. Bref, je vous saoule pas avec ça. Je vous verrai un peu plus tard pour moi. Et puis vous verrez vous plus tard dans la vidéo comment j'ai fait. Bon, du coup, je vais démonter les étriers qu'il y a sur la dépanneuse. Je n'ai pas commandé le kit hélicoil, donc je vais essayer de refaire les étriers qu'il y a dessus en espérant pouvoir les déboucher, qu'il n'y ait pas de souci. Bah, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc j'ai ouvert l'étrier que je viens de démonter sur la dépanneuse. Alors je sais qu'il y en a qui m'ont déconseillé de l'ouvrir. Je l'ai ouvert quand même, tant pis. De toute façon, j'avais le nouveau joint et puis tant pis pour moi. Je pourrais m'en vouloir qu'à moi si ça fait pas. Si j'ai une mauvaise étanchéité, mais j'espère pas. Donc on peut voir à l'intérieur que c'est vraiment dans un état catastrophique. C'est boueux tout ça. Donc même en faisant des purges, que ça faisait au moins 3 fois que je faisais des purges, pas d'affilée, hein, mais 3 fois que je redémontais, que je remontais. Donc le liquide de frein était à chaque fois neuf. Et pourtant, on peut voir qu'à l'intérieur des étriers, ben, le liquide de frein il est loin d'être neuf. C'est pour ça que ça pouvait être bouché. Je me suis acheté un petit outil, alors il n'y a rien de sponsorisé, hein. Je me suis acheté un petit outil que j'aurais dû acheter déjà depuis longtemps, qui permet de vérifier le pourcentage d'humidité, on va dire, dans le liquide de frein. On l'allume, voilà, je ne sais pas si vous verrez sur l'écran, on voit 0, 2 de 3, on peut choisir 2 de 4 et 2 de 5.1. Alors je sais pas si ça a bien une différence. Lorsque c'est bon, ça s'allume vert. Lorsqu'il faut bientôt le changer ou le changer, c'est orange. Et puis rouge, c'est vraiment extrême. Comme je vous ai dit, j'ai déjà changé plusieurs fois le liquide. Là, j'ai rien touché. Et si je fais un test, par exemple, sur le derrière du piston ici, on peut voir que voilà, je suis orange, voire même rouge. Voilà, 3,5 au-dessus de 3, c'est vraiment énorme. Et il y a même OL qui s'affiche, donc c'est au-dessus des valeurs qui peuvent être mesurées. À l'intérieur ici, c'est pareil, OL en rouge. Donc dans tous les cas, visuellement, ça se voyait déjà. C'est pas pour vous vendre ce machin, hein. Je vous le mettrai quand même en dessous dans la description si ça vous intéresse. Et si j'ai oublié de le mettre, eh ben, dites-le moi en commentaire. Moi, j'ai rien à vous vendre, hein. C'était juste pour vous montrer. Mais cet outil, je regrette de ne pas l'avoir acheté avant parce que c'est vraiment pratique et ça permet de mettre des chiffres sur la valeur du liquide de frein, s'il faut le changer ou pas, en le mettant simplement dans le bocal. Bon, bref, c'est dommage de ne pas avoir restauré ces étriers avant. Je ne me rappelle pas pourquoi je ne l'avais pas fait, mais en tout cas je vais le faire et au moins tout le système de frein sera neuf, même si c'est pas ça mon problème sur ma purge, au moins je serai bon de ce côté là. Donc je nettoie tout ça et ensuite je remonte les joints neufs avec les pistons neufs aussi. J'ai remonté les pistons tout neufs avec les joints à l'intérieur, les deux soufflets, d'ailleurs les soufflets avant ils étaient morts comme on peut voir et pourtant j'ai pas forcé pour les démonter. J'ai changé les deux petits joints là qu'on voit ici, qui sont entre les deux étriers, qui sont neufs. Les deux purgeurs, donc impeccable. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais remonter, désolé je vous ai pas filmé parce que moi déjà j'en ai marre, j'ai l'impression que ça fait 8 jours que je suis là-dessus. Donc je vais remonter celui-ci, démonter l'autre et puis faire pareil. Et ensuite je refais la purge en espérant que ça m'ait réglé le problème. Mais bon, comme j'ai dit, dans le pire des cas, il fallait le faire parce que c'était vraiment pourri à l'intérieur. Bon, j'ai démonté, j'ai refait l'étrier de droit aussi qui était bouché, j'ai pu le déboucher. J'ai remonté les roues avec les caches d'écrou à l'avant, je trouve que ça fait vraiment propre. J'ai tout repurgé, je vous ai pas attendu. Avant de purger, j'ai changé cette pièce. Alors cette pièce, c'est un caoutchouc, on peut voir qui est tout coupé, qui fait l'étanchéité ici en dessous du bocal. Donc
En fait, derrière cette pièce en plastique, il y a une petite pièce en caoutchouc. Ça, c'est un autre réservoir que j'ai. Et j'ai récupéré cette pièce, une autre pièce qui était en meilleur état, parce qu'en fait, c'est à cause de ça que ça sautait à chaque fois. J'avais une perte d'étanchéité. Bref, j'ai tout purgé. La bonne nouvelle, c'est que c'est bien purgé. La mauvaise nouvelle, c'est que la pédale est toujours molle à la première fois. Mais j'ai trouvé le souci. À l'avant, au moins, les étriers, comme j'ai dit, ils sont propres à l'intérieur et au moins, ça sera bien purgé. J'ai plus d'air dans le circuit. Et en fait, ça fonctionne très bien quand le frein à main est enclenché. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a trop de jeu entre les mâchoires arrière et les tambours. Normalement, le rattrapage automatique devrait se faire petit à petit. Alors, je sais pas au bout de combien de freinage, mais j'ai appuyé en étant énervé au moins 54 fois sur la pédale de frein et ça bouge toujours pas. J'ai essayé d'aller tourner un petit peu le rattrapage automatique à l'arrière par-dessous. Bon, l'accès il est très difficile. Il faudrait que j'enlève les roues, que je la tourne, bref. Et c'est très difficile. Donc, en fait, ce que je vais faire, c'est que pour le moment, je vais laisser comme ça. Et je pense que je vais démonter les roues peut-être et à l'arrière pour essayer de faire le rattrapage automatique à la main, de mettre un petit peu plus de serrage. Je pourrais aussi serrer le frein à main un peu plus, mais bon, ça serait, c'est pas vraiment comme ça qu'il faudrait faire. Et dans le pire des cas, je redémonterai le tambour pour dégripper le système de merde là, de rattrapage de jeu là. C'est vraiment de la merde ce système. En plus, il est vraiment mal placé, bref. Et en fait, j'ai suivi les instructions de Volkswagen et ils disent qu'en fait, la pédale elle va être un peu plus molle au début lorsqu'on règle et qu'à force de rouler, ça va se resserrer. Le problème, c'est que j'ai pas vraiment le temps de beaucoup rouler avec, donc je vais voir comment je fais de ce côté-là. Bref, on passe à autre chose. Je suis allé essayer de tourner la molette du rattrapage automatique à l'arrière et j'ai pas réussi, c'est un petit peu bloqué. Donc ce que je vais faire, c'est que l'accès il est pas facile comme ça, donc je vais démonter les roues arrière une prochaine fois. Pour le moment, je vais laisser comme ça. En fait, ça freine, hein, c'est juste que le rattrapage automatique se fait pas, donc il y a trop de jeu, comme j'ai dit, avec le tambour, entre les tambours et les mâchoires. Je pourrais aussi resserrer un petit peu le frein à main, légèrement, et ça permettrait de rattraper un peu ce jeu, mais c'est pas la bonne façon de faire, donc pour le moment, je vais éviter de faire ça, et je vais essayer de faire le rattrapage automatique. J'ai fait le réglage comme il fallait par rapport à ce que Volkswagen ils disent, et ils disent bien que la pédale risque d'être un peu plus mal au début, étant donné qu'il y a un peu de jeu, et que ça doit se faire en roulant, à force de freiner, que le rattrapage doit se faire tout seul. J'ai pas vraiment le temps de rouler avec pour que le freinage se fasse mieux, avant de faire le contrôle technique, tout ça. Donc je sais pas comment je vais faire, mais je vous en parlerai un petit peu plus tard. Là maintenant, on va parler d'autre chose. J'ai réinstallé le pare-pierre qui est dessous ici, que j'ai une pièce que j'avais pas en noir il y a déjà très longtemps. Je sais pas pourquoi d'ailleurs je l'avais pas installé entre temps, mais là c'est fait. C'est bizarre, je pensais que ça ferait plutôt prise d'air, mais en fait je pense que c'est plutôt pour contrer les cailloux, pour pas que ça tape dans le radiateur et l'échangeur dans mon cas, parce qu'il y a aussi un échangeur d'air derrière la grille. Alors, je sais pas si on le verra bien, mais pour ceux qui suivent, vous l'avez déjà vu. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai ressorti aussi les essuie-glaces parce qu'il va falloir les monter. Comme on peut voir, ils sont pas très propres, pas très jolis. Je vais les remplacer. Ils ont été usés jusqu'à la moelle, donc je vais mettre des essuie-glaces comme ça, sans cadre. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais bref, ils sont un peu plus petits. Je crois qu'ils font 450 au lieu de 475. Bon, 2 cm et demi, je sais pas si ça change grand chose, mais c'est la meilleure référence que j'ai trouvée pour le moment. Pour ces essuie-glaces, on verra bien plus tard si ça fait pas. Je vais poncer un bon coup ces bras d'essuie-glace et je vais faire le même traitement que pour le pare-choc. Non, je dis une bêtise. Je vais les faire en noir mat comme les bras de rétroviseur. Et pendant que ça sèche, je vais m'occuper du pare-brise. Je vous en parle juste après. C'est bon, j'ai passé un coup de noir mat sur les barras d'essuie-glace. Et pour ce qui est du pare-brise, alors c'est pas vraiment le pare-brise que je veux changer, c'est déjà le deuxième neuf que j'achète. Le premier je l'avais cassé, j'ai roulé dessus sur l'emballage avec mon Bobcat, bon bref. C'est le joint qui m'embête. En fait, quand j'ai monté le joint, ce joint il est neuf. Déjà, je sais pas ce que j'ai foutu, mais la jointure du joint, elle est ici. Bon, c'est pas très grave à la limite. Elle devrait être au centre et en bas, ou en haut, je sais plus. Le problème, c'est qu'en fait, sur la partie haute, lorsque je mets ce joint avec la corde, j'ai pas mis de produit, j'ai rien mis. Du coup, ça a forcé et ça m'a fait découper le joint. Donc le joint tout le tour, il devrait prendre appui autour d'une partie en tôle. Et comme on peut voir au milieu, ici, il tient presque pas. En fait, il est déjà il est découpé. Donc déjà esthétiquement, c'est pas ouf. Et en plus, si je pousse ici, bon, je pense pas qu'il va sortir, mais je pense qu'il peut bouger. Je pense qu'il peut avoir un problème d'étanchéité. Et c'est pour cette raison que j'avais pas fini de monter les rétroviseurs intérieurs, on va dire les pare-soleil et puis tout ce qui allait autour. Donc ce que je vais faire, étant donné que ce joint il est mort, je vais le couper pour ne pas risquer d'abîmer le pare-brise et ça me permettra de démonter le pare-brise plus facilement. Mais avant de faire ça, je vais quand même vous montrer le joint que je vais utiliser à la place. Donc ce joint, c'est celui-ci, c'est un joint d'occasion mais qui est encore très souple.
et puis bon, qui est aussi très sale. Je l'avais démonté de la dépanneuse, j'avais réussi à le démonter sans l'abîmer. Et le deuxième que j'avais sur l'autre cabine, bah, je l'avais coupé parce que je voulais pas abîmer le pare-brise et puis finalement je l'ai changé. Donc déjà il faut un gros nettoyage, mais de mémoire je voulais le ressortir pour voir dans quel état il était. Et il est encore très souple, il fait vraiment encore caoutchouc. Il n'a pas de coupure, il a vraiment rien. En tout cas je crois pas. Je verrai mieux quand je le nettoierai en entier. J'aurais pu reprendre un joint neuf, mais le prix il a doublé entre temps. Et puis vu la qualité de celui que j'avais acheté, je sais pas si c'est la meilleure solution. Donc je vais nettoyer celui-ci et le remettre en place. Un joint neuf, juste pour préciser ça, ça vaut environ, je sais plus, 60-70 € sans les frais d'envoi. Sachant qu'il faut encore recommander, il faut les frais de port, bref. Je vais faire avec ce que j'ai pour le moment. Ça traîne depuis un moment ce pare-brise, j'avais un peu la flemme de le faire. Le mieux, ça serait de le faire à deux, mais je vais essayer de le faire tout seul. Donc je vais couper le joint, essayer de ne pas casser le pare-brise, nettoyer ce joint, enfin découper l'ancien joint, nettoyer ce joint, et bref, le remettre en place. Je mettrai de la graisse silicone, je vais blinder de graisse silicone pour que ça coulisse vraiment bien. Je remettrai une corde, bref, je vous montre tout ça dans la suite de la vidéo. Bon, j'ai préparé le joint, j'ai fini de le nettoyer, enfin du mieux que je pouvais. J'ai enlevé le joint sur les petits côtés ici, sur le grand côté en haut. Je l'ai coupé un peu au cutter, puis après en tirant dessus, c'est venu tout seul. Le joint avait pas l'air très solide, mais bon, c'est peut-être normal sur ces joints en caoutchouc. Donc là, on peut voir que j'ai enlevé déjà tout ça. Ce que je vais faire, étant donné que je suis tout seul, je vais faire attention. Je vais essayer de tirer de l'extérieur le pare-brise du haut pour le faire pivoter et le choper, pour le poser sur les tréteaux qu'il y a derrière. Je vous mets sur le trépied, puis on fait tout ça ensemble. Bon, j'ai posé le pare-brise ici, comme vous avez vu, j'ai enlevé le joint qu'il y avait là. Malheureusement, il y avait un peu d'eau ici, et c'est à cause de ça que ça rouille à force du temps. Alors là, c'était tout refait à neuf, donc ça n'a pas encore rouillé, et j'ai peur que ça revienne, mais bon, on verra après. Je vais déjà poser le pare-brise, et puis on verra ce qu'on fait. J'ai mis la corde ici à l'intérieur du joint, là où cette tôle se met. Je vais essayer de poser le pare-brise sur le dessous et de mettre le joint comme il faut déjà en bas. Et ensuite, je le poserai à peu près et j'essaierai de tirer la ficelle petit à petit pour que le joint se retourne et se mette en place derrière cette tôle. J'ai blindé, comme on peut voir, c'est de graisse silicone pour que ça glisse vraiment au mieux possible et que ça ne me coupe pas le joint. Donc maintenant, je vous remets sur le trépied et puis on verra ce que j'arrive à faire dans ces conditions. Bon, du coup, le montage du pare-brise s'est bien passé tout seul. Enfin, c'est bien passé, j'ai quand même mis 3 fois pour le faire. La troisième fois, j'ai fait différemment. Bon, je vais pas vous rentrer dans le détail, ça serait un peu barbant. Et je fais trop d'explications en général. Donc, en fait, le joint, il est bien mis. Et quand j'ai appuyé à la fin, elle s'est bien installée. Donc, vraiment, là, c'est nickel. C'est beaucoup mieux qu'avant. J'ai l'impression que le joint est même mieux que l'autre que j'avais acheté neuf. Donc tant mieux de ce côté-là. Maintenant, il faut monter les bras d'essuie-glace avec les essuie-glaces. Pour le nettoyage de la vitre et l'intérieur, tout ça, le nettoyage, ça sera bien après. J'ai fait un gros nettoyage vite fait. Le silicone, ça va être un peu chiant à nettoyer, mais au moins, ça m'a permis de monter le joint sans l'abîmer. Et au moins, je suis content pour ça. J'ai installé les bras d'essuie-glace avec les nouveaux essuie-glaces. J'ai essayé, ça couvre la partie de ma visibilité pour rouler, donc ça ira très bien. J'ai posé aussi la plaque, alors je l'ai mis là, c'est purement arbitraire, fallait que je choisisse parce qu'à force j'allais y passer encore une éternité. Ça aurait très bien pu être de l'autre côté. Par contre la version sur le dessous ici, ça me plaisait pas trop, j'ai essayé visuellement, ça me plaisait pas. Sur les extrémités, ça me plaisait pas trop non plus, donc c'était soit là, ou au pire légèrement décalé pour être centré ici. Bon bref, maintenant ça sera ici, c'est rifté, c'est percé rifté, donc maintenant ça sera là. J'ai calé aussi la vis du pare-choc, la même que celle-ci qui est derrière, parce que sinon ça m'appuyait sur le pare-choc et ça me faisait une bosse sur le dessus. Et bon, j'ai calé ça avant de mettre la plaque, comme ça c'est fait pour ce côté-là. À l'intérieur, j'ai remis le rétroviseur intérieur. J'ai aussi remis le cache ici au-dessus du bocal de liquide de frein. J'espère que j'aurai plus besoin de le renlever parce que j'en ai plein le cul d'un peu de la purge de frein sur ce camion. Je vais m'occuper des pare-soleil. J'ai commencé à en nettoyer un, je vais vous montrer la différence.
Donc ça c'est après le nettoyage, je pourrais faire encore mieux certainement, mais j'ai déjà pas mal frotté des deux côtés. Et avant c'était vraiment pourri, c'était tout jaune comme ça, donc c'était vraiment pas génial. Donc celui-là je l'ai pas fait encore, je vais le nettoyer et puis je les mets en place à l'intérieur de la cabine. J'ai remonté les pare-soleil, donc ça fonctionne nickel, ça fait un peu de bruit mais bon c'est vieux, c'est normal. J'ai remonté aussi la poignée ici pour aider le passager à monter dedans. Ici je crois qu'il y avait une espèce d'autocollant, je sais plus ce qu'il y avait. Bon bref, si je le retrouve je le mettrai, mais c'est pas grand chose. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais retourner la dépanneuse dans l'atelier pour pouvoir bosser à l'arrière et sur le côté droit plus facilement. J'ai par exemple le joint de cette porte à remonter et là j'ai pas trop de place avec la cabine de sablage. Bref, j'aurai plus de place en retournant la dépanneuse. Bon, on arrive enfin au sujet principal de cette vidéo. Fabrication des rampes, donc je suis allé chercher du métal, de la tôle alu pour recouvrir les rampes et puis des barres qui sont en dessous, donc je vais décharger tout ça. J'en profite pour décharger mon deuxième petit cadeau aussi que je me suis fait personnellement. Bon alors j'ai pris deux barres de 6 mètres de 80 par 40, épaisseur 3, pour faire les deux montants de chaque côté. Bien sûr qu'ils seront positionnés dans le sens de la hauteur pour que ça soit plus solide. Ensuite j'ai pris une barre de 6 mètres de 40 par 40 pour faire une forme d'échelle. Et j'ai pris une cornière de 30 par 30 pour remettre au milieu, encore une fois, pour renforcer là où la roue va passer, pour éviter que la tôle que j'ai pris aussi se gondole comme les rampes qu'il y avait avant. La tôle est moins épaisse à damier, elle est moins épaisse que celle que j'ai sur le plateau, mais théoriquement elle sera beaucoup plus renforcée par le système qu'il y a dessous, donc ça devrait pas trop se tordre normalement. Donc ce que je vais faire, c'est que j'ai pris mon transpalette, je vais sortir ma scie à ruban qui est là-bas pour faire un peu tous mes débits. Et puis comme ça je pourrais couper, on va dire faire des coupes répétitives et avoir une coupe bien perpendiculaire, bien à 90 degrés. Et je m'embêterai moins qu'avec la disqueuse. Bon, il y a quand même des coupes que je vais être obligé de faire à la disqueuse avec des angles un peu spécifiques. Mais je vois ça plus tard. Bon, ça y est, j'ai sorti ma petite scie. Je vais pouvoir faire mes débits. Mais avant de faire les débits, j'avais fait les plans. Enfin, j'avais fait en tout cas les 3D de mes rampes sur SolidWorks. Malheureusement, mon ordi m'a lâché et j'ai pas eu le temps de faire les plans. Donc, je vais reprendre tout ça par papier et puis je vais vous expliquer. Tout d'abord, pour commencer, la hauteur ici de mon plateau à l'arrière sur un sol plat, on va dire que c'est environ 70 cm, soit 700 mm. Donc là, on va partir un petit peu pessimiste. Donc comment ça se passe? Donc comme j'ai dit, la hauteur moyenne, parce que ça va varier aussi suivant les mouvements de terrain, tout ça, ça va être plus ou moins haut. On cherchera que ça soit le plus bas possible, mais bref, vous m'avez compris. Donc on va dire 70 cm. La longueur totale des rampes, donc j'ai mesuré ce qui peut rentrer au total à l'intérieur des rangements. Autant profiter de la longueur maximum. Donc je peux faire des rampes de 2280 mm, donc 228 cm si vous préférez. J'aurai donc un angle de 18 degrés. Alors pour vous expliquer un petit peu plus, avec 70 cm j'aurai un angle de 18 degrés, avec 60 cm, donc si le plateau ici il est 10 cm plus bas, par exemple avec un mouvement de terrain, ou bref vous m'avez compris, je gagne 3 degrés tous les 10 cm. Mais bon, c'est pas aussi simple de baisser de 10 cm. Et ensuite, il y a une autre façon de faire, c'est que une fois qu'on est à 70 cm ici, et ici aussi, et qu'on met la rampe, en rajoutant des cales en bois en bas de la rampe, par exemple, ou ça peut être d'autres cales par exemple, ça peut nous faire gagner aussi les degrés, les mêmes degrés que si on rabaissait ça. Bref, c'est pour parler un petit peu de théorie. Les rampes, je peux pas faire plus grand, et 2,28 m, c'est déjà pas mal pour des rampes. Il y en a pas beaucoup qui sont plus longues. Comme vous avez vu, c'est écrit ici, les anciennes rampes, elles faisaient 20 degrés parce qu'elles étaient plus courtes et le plateau, il a été à la même hauteur. Donc, à mon avis, elles ont dû en voir quelques-unes des voitures. Donc, ça ira très bien. Les voitures très basses, il faudra prendre des précautions. On verra d'ici là. Mais dans tous les cas, il faut que je fabrique ces rampes dans ces conditions. Ensuite, vu de côté, la rampe, elle devrait être à peu près comme ça. Une épaisseur de 80 mm, un petit peu plus parce que je vais avoir l'épaisseur de l'aluminium, mais on va dire 80 mm. Sur cet angle-là, en partant de 70 cm de haut, ici et en allant jusqu'à par terre. Ça c'est la théorie. En pratique, ici je vais pas faire un angle pointu, je vais faire environ une hauteur de 2 cm ici pour avoir quelque chose de plus solide. Et ici je vais pas me caler pile poil à l'angle des 70 cm, mais je vais plutôt me caler comme si j'avais le point un peu plus bas, par exemple à 55 cm. Donc ça va me faire un truc en bas comme ça. Donc j'appuierai théoriquement que sur le devant lorsque je serai à 70 cm.
Pourquoi je fais ça? Parce que si un jour l'arrière de ma dépanneuse elle est plus basse, et ben ça va s'appuyer uniquement sur l'arrière et là ça sera un petit peu en l'air. Et lorsque la voiture elle va rouler dessus, elle va s'appuyer là. Moi je serai souvent tout seul comme d'habitude. Lorsque le pneu il va s'appuyer là, ça risque de faire relever la rampe et ça risque de la faire décrocher du plateau. Alors c'est des petits détails mais il faut penser à tout. Et en étant tout seul, j'ai pas envie de faire tomber la voiture ou que les rampes elles sautent. Bref, vous m'avez compris. Donc c'est pour ça que je vais opter pour un angle un peu plus aigu ici, plutôt que d'avoir les 18 degrés comme je disais. Je vais plutôt opter pour quelque chose comme 14 ou 13 degrés par exemple, pour avoir un appui juste sur le devant. Après, je vous parlerai un petit peu de la finition que je vais faire dessous. Je mettrai certainement de l'alu riveté pour pas que ça s'use, pour pas que ça rouille. Bref, ça c'est encore une autre histoire. Donc, ensuite, il faut déterminer à l'avant. Ici à l'avant, je vais avoir un espèce de crochet. Un crochet qui va se mettre dans cette partie que j'ai fabriquée. Alors, il y a plusieurs types de rampes. Moi, il y a des rampes qui se sortent et qui restent à moitié enclenchées. Moi, j'ai choisi de faire un rail tout le long pour pouvoir mettre la rampe où j'ai envie. Si un jour je vais chercher un quad, bon, je sais pas, c'est un exemple, hein, et ben l'empattement entre les roues gauche et droite, c'est pas le même que sur une Testarossa par exemple. Donc je voulais ajuster au plus juste l'épaisseur, enfin la largeur des rampes. Une 2 chevaux, c'est pas comme un Touareg. Bon, peut-être pas monter un Touareg là-dessus, mais vous m'avez compris. Donc du coup, c'est pour ça que j'ai opté pour ce système. Le système qui se sort et qui reste toujours enclenché, c'est super bien aussi, mais moi j'ai préféré ce système. Donc il faut que je détermine environ cet angle. Malheureusement, la dépanneuse elle n'est pas de niveau, donc je ne peux pas mesurer cet angle par rapport à, on va dire, à l'angle droit, la théorie. Mais j'arrive déjà à peu près à voir qu'il y a un petit angle. Donc le tube, il va se finir à peu près comme ça. Et là, je vais avoir un crochet, donc juste un angle comme ça. Alors bien sûr, ça va être renforcé. Ici, cette partie, il faut qu'elle soit le moins long possible pour pas que ça puisse fléchir, même si ça ne sera pas une grande longueur. Mais il faut que ça soit le moins long possible pour que ça puisse fléchir le moins. Et il faut que ça soit quand même assez grand pour que ça me laisse une marge de manœuvre quand suivant l'angle, pour pas que le crochet il frotte trop et qu'il puisse bien passer et qu'il s'accroche dans toutes les conditions, que le plateau soit à 70, 75 ou 50 ou 60. Bref, vous m'avez compris. J'ai mis cette pièce ici parce que je vais peut-être récupérer ça pour faire le crochet, l'ajuster. Bon, ça, on verra par la suite. Pour terminer avec ce morceau, le crochet, j'ai déterminé qu'il ferait 25 mm de profondeur entre l'extérieur et le bord. Et ici, j'ai matérialisé un espèce de rectangle sur le profil parce que je vais souder ça au bout du tube pour avoir un meilleur appui et avoir une meilleure profondeur de soudure plutôt que sur une épaisseur de 3 mm sur le tube de 80 par 40. Oui, parce que oui, c'est un 80 par 40, épaisseur 3. Donc je vais intégrer ça à l'avant pour avoir un meilleur appui pour la soudure que je vais faire ici et un petit peu aussi sur le dessus, là, que je vais disquer sûrement un petit peu. Donc pour avoir une meilleure soudure, je préfère mettre cette pièce-là. Donc sur les 2280 que je dois avoir au maximum en longueur, j'enlève 25 mm et 6 mm, ça me fait 2249. Bon, je vais faire des tubes de longueur 2250, je suis pas à 1 mm près. Et déjà, on va voir ce que ça donne. Ensuite, sur ce tube, je pourrais couper cet angle-là. Il faudrait que je détermine un petit angle ici parce que je ne pense pas que ça soit à 90, mais ça, on verra après. Et déjà, une fois qu'on a ça, on pourra les mettre en place pour voir ce que ça donne. Et ensuite, faire le cadre échelle, mais ça, pas besoin de calcul pour faire un cadre en échelle. Bon, je me rends compte, c'est très clair dans ma tête, mais c'est peut-être pas clair pour vous. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est le châssis échelle que je vais faire pour mes rampes. Donc, vu de dessus, une fois que la rampe sera posée, vu comme ça, et ben en fait j'aurai mes deux tubes de 80 par 40, donc là j'ai l'épaisseur de 40 mm de chaque côté sur la grande longueur de la rampe. Alors c'est pas à l'échelle, hein, mais vous avez compris. Ensuite ici entre j'aurai du tube 40 par 40 et ensuite au milieu ici j'aurai de la cornière de 30 par 30 pour renforcer le passage des roues, parce qu'en général les roues elles passent au centre, et pour éviter que la tôle en alu qui sera rivetée par dessus se creuse trop au milieu. Alors elle se creusera certainement un peu ici par là, mais beaucoup moins que s'il n'y avait pas ces cornières. Et ici j'ai fait plus fin parce que c'est cette plaque que je vous disais juste avant. Bon bref, j'essaierai de vous mettre une vue en 3D de SolidWorks si j'arrive à la récupérer, mais sinon vous allez voir au fur et à mesure que je fabrique les rampes. Bon, j'ai pas trop filmé, comme vous voyez j'ai un début de coupe ici, et ma scie malheureusement elle m'a lâché. Le moteur qui va là, derrière là, je l'ai démonté, bah du coup il est là dans le carton. Je vais essayer de l'amener à réparer demain, mais dans tous les cas c'est mort pour mes rampes. Je pourrais pas les couper avec ma super scie, c'est dommage parce que franchement c'est une super machine. Mais là j'ai la poisse, elle m'a tenu 3 secondes, et le moteur il forçait, il chauffait.
J'ai vu qu'il y avait des fils du bobinage là. Alors j'ai pas démonté le moteur, hein, mais j'ai vu les fils qui arrivaient du bobinage qui se défaisaient, qui se défaisaient tout. Donc j'ai essayé de raccourcir un petit peu ces fils qui étaient vraiment pourris pour les raccourcir et en espérant que c'était juste des fils qui étaient plus assez épais pour l'intensité. Bon bref, je suis désolé, je parle doucement, je suis super fatigué. Mais je vais essayer de l'amener demain à réparer. Dans tous les cas, ça sera pas pour ces rampes, mais j'espère pouvoir le réparer pour plus tard parce que c'est vraiment une bonne machine sinon à part ça. On se retrouve quelques semaines après. Le moteur de Massy, pour le moment il est mort. J'ai eu des devis à plusieurs centaines d'euros. Donc je suis encore en train de chercher. Et en ce moment je fais mes rampes du coup à la disqueuse à l'ancienne. Donc là on peut voir que j'ai fait la base de ma rampe, comme je disais, avec les deux côtés en 80 par 40, que j'ai biseauté au bout pour que l'arrière de la rampe touche, pour pas que ça bascule. J'ai expliqué ça un petit peu avant. J'ai fait un petit crochet que je vais renforcer à l'avant et j'ai fait un premier test pour voir ce que ça donnait. Alors déjà, pour commencer, j'ai remarqué que là, si je mets ma rampe à ce niveau-là, au niveau du crochet, là ça va gêner. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais recouper comme ça. De toute façon, je n'ai encore pas fait les renforts, hein. Le crochet il est vraiment simplifié pour le moment et je vais renforcer tout ça du mieux que je peux pour pas que ça casse uniquement quand je vais monter une voiture dessus. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais biseauter ça. Comme ça, je pourrais mettre, bon là je suis pas obligé de l'avoir dans ce sens, hein, je peux l'avoir comme ça, mais au moins pour que ça passe. Cette ferraille au cas où je mette la rampe ici. Sinon c'est dommage parce que ça me fait sauter ça et je perds tout l'intérêt de pouvoir mettre la rampe où je veux. Donc ce que je vais faire, comme j'ai dit, c'est que je vais couper ça. Ensuite ici, je vais souder certainement une cornière à l'arrière comme ça. Alors c'est un peu spécial, mais ça me permettra de renforcer un petit peu cette partie pour pas qu'à force elle se plie. Parce qu'en fait elle est soudée uniquement ici pour le moment. Bien sûr je vais faire d'autres renforts, mais je vous montrerai ça après. Là j'ai soudé uniquement un carré ici et un carré ici, mais il va en avoir d'autres ici à longueur, je crois que j'en ai 5 au total, donc là il n'y en a que 2. Et au bout ici je vais souder un plat, enfin je vais même souder 2 plats, un sur le dessus, un sur le dessous et même un troisième à l'avant. Parce que comme on peut voir, j'ai laissé quand même environ 2 cm. Ça sert à rien que ça soit trop pointu parce qu'au bout d'un moment ça va s'abîmer. Et de toute façon c'est pas gênant, une petite marge de 2 cm. Ensuite, qu'est-ce que j'ai vu comme défaut? Le défaut que j'ai vu, c'est que quand je mets la rampe à l'intérieur de son logement ici, et ben mon verrou il est trop haut. En fait, il tombe légèrement au-dessus de mon profil. Donc c'est pas bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais certainement visser ou clouer, visser en dessous de la rampe des morceaux de contreplaqué comme ça. Alors ça, c'était des lattes que j'avais sur mon camion, mais bref, on s'en fout. Et du coup, ça me permettra déjà d'avoir un meilleur glissement peut-être. Pas d'usure métal contre métal lorsque je les range, même si ça risque quand même de s'abîmer un petit peu. Et en plus, ça me rehausse assez la rampe pour avoir le verrou qui tombe juste en dessous ici de l'arrondi. Donc ça, je vous montrerai pareil un petit peu après, quand j'aurai fait tout ça. J'avance sur cette rampe, un petit peu les modifications que j'ai vues qui vont pas. Et une fois que j'ai trouvé le bon design et que je suis sûr de moi, eh ben, je commencerai à fabriquer la deuxième. Et bien sûr, à finir de souder celle-ci. Bon voilà, j'ai coupé le biseau, comme ça, comme on peut voir, ça passe, j'ai laissé une petite marge, et là je pourrais mettre mes rampes où je veux. Voilà, donc comme je disais, j'ai soudé la cornière ici, comme on peut voir peut-être un petit peu plus derrière, voilà, et j'ai soudé aussi mes petits renforts, mes petites équerres, j'en ai mis une un petit peu à chaque extrémité, pour essayer de renforcer un petit peu plus. La cornière, je l'ai soudée sur le dessus et sur le dessous, on peut voir que j'ai aussi meulé toutes les soudures qui dépassent sur le dessus. J'ai soudé les cornières au milieu, les tubes qui manquaient. Et au bout, j'ai soudé un plat sur le dessous et un petit carré de 20 sur le bout. Alors j'aurais peut-être un petit peu plus que 2 cm sur la marche, mais franchement c'est pas grand chose. Et du coup ça sera nickel comme ça. Donc ça c'est le dessous de la rampe, comme je disais j'ai soudé un plat et j'ai rebouché ici les profilés. Je ferai peut-être un petit trou pour la condensation, mais sinon je préfère que ça soit rebouché, ça fait beaucoup plus propre. Bon c'est pas nickel, hein, ça reste de la grosse métallerie, c'est pas de la carrosserie, donc ça restera comme ça. J'ai vraiment soudé de partout où je pouvais pour renforcer. Et à l'avant, j'ai aussi rebouché les profilés ici et comme on peut voir les petits renforts que je disais et ma soudure sur le dessous. Là il me reste environ un gros centimètre, 1,5 cm pour m'appuyer là-dessus et c'est largement suffisant par rapport à ce que j'ai remarqué. Donc j'espère que ça tiendra, je pense qu'il n'y a pas de raison. Là on peut voir que je suis doublé sur la cornière et c'est pas cette partie qui risque de se tordre, c'est plutôt ici qu'il y a l'appui qui risque de se tordre comme ça. Mais avec les renforts et le doublage, je pense que j'ai renforcé suffisamment et que dans tous les cas, j'aurais pas pu faire beaucoup mieux. J'aurais pu mettre d'autres équerres, mais je pense que, enfin d'autres équerres, vous avez compris, d'autres équerrages ici, mais je pense que ça suffira largement. Je vais faire l'autre rampe maintenant, la deuxième, et puis ensuite je ferai la finition et on verra ce qu'on fait dessus pour la peinture.
Bon voilà, avec la deuxième rampe, ça sera un peu plus facile pour monter une voiture. Une seule rampe, ça aurait été un peu limite, je pense. J'ai pas essayé, mais il fallait mieux pas. La seule différence, c'est que la cornière ici, elle est comme ça, et de l'autre côté, elle est à l'opposé. Pourquoi j'ai fait ça? Alors c'est pour un petit détail, c'est que je me dis que si un jour j'ai une voiture très large et que je peux pas mettre ma rampe plus à l'extérieur, eh ben j'aurai le pneu qui forcera un petit peu plus du côté de la cornière, enfin du retour de la cornière. Bref, vous avez compris. Et si vous n'avez pas compris, c'est pas grave. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais en ranger une pour vous montrer. Et puis, il y en a certainement qui vont dire que c'est un petit peu trop solide. Et pour tous ceux comme moi qui ont un petit doute, eh ben demain, on va faire un essai. Alors, je mets pas la plaque dessus. De toute façon, c'est pas ça qui va renforcer. Il faut que je fasse tous les trous et je voudrais les peindre avant d'installer cette tôle-là. Il faudra que je découpe d'ailleurs. Mais je vais tester de monter un véhicule dessus. Donc là, il fait nuit, je ne vais pas le faire maintenant. Mais dans la suite de la vidéo, je vais tester ça pour voir si ça tient. Au moins, on aura déjà un premier test, on va dire. Et puis, on verra au fil du temps si ça se tord. J'espère pas, parce que j'ai quand même essayé de faire du solide. Je range une rampe et on voit ce que ça donne. Elle dépasse un petit peu, mais bon, je pense que ça ira très bien comme ça. Et au moins, j'ai une grande longueur de rampe pour un angle le plus faible possible. Bon, les rampes sont rangées à leur place et j'ai fait une petite modif parce qu'en fait les rampes n'étaient pas assez épaisses par rapport au logement. Et du coup j'ai fait une platine ici pour décaler de 2 cm environ vers le bas le verrou pour qu'il tombe en face de la rampe, que je puisse faire un trou, que ça aille dedans sans devoir la rehausser avec des cales en bois, un truc que je voulais faire au début. Avant c'était comme ça, alors j'avais déjà rifté les pièces et comme on peut voir ici c'est trop haut. Et encore là c'est pas le pire, de l'autre côté le verrou passait carrément au-dessus. Donc j'ai fait une deuxième platine qui est en train de sécher, je vais enlever ces rivets, mettre la platine, j'ai mis un coup de noir sur la platine et puis comme ça le verrou sera au bon endroit. Je pourrai tracer pour percer le trou et verrouiller ces rampes en place. Il faudra aussi que je fasse, on va dire, un petit bricolage. C'est que là, j'ai mis une cale en bois ici, parce que sinon, la rampe se décale et le verrou, il rentre pas beaucoup dedans. Et j'ai peur qu'à force, ça puisse la faire tomber. Vaut mieux visser une cale en bois ici. Alors, ça sera peut-être pas aussi large, mais une petite cale en bois sur le côté. Peut-être mettre un coup de noir pour que ça soit plus discret, pour permettre de caler la rampe et que le verrou se verrouille bien. Malheureusement, les emplacements des rampes sont pas vraiment faits précisément, et du coup, la rampe est plus basse et c'est aussi plus large le logement, sachant que les deux rampes sont identiques. Mais bon, bref, ça c'est pas très grave, c'est des petits ajustements. Et là, ce que je fais, c'est que je vais faire la platine de l'autre côté. Je fais les trous pour fixer et ensuite on voit pour essayer les rampes. Avant de finir mes rampes et pour être sûr qu'elles soient assez solides, je vais essayer de monter mon fourgon dessus. En plus en ce moment il est chargé, donc là au moins avant de monter des voitures qui ne m'appartiennent pas, je saurai que là au moins ça tient avec quelque chose de lourd. Donc c'est parti, j'essaye de monter le camion petit à petit dessus et on voit comment les rampes réagissent en espérant que mon camion ne tombe pas de 1 mètre de haut. Ça m'a l'air de tenir. Je vais essayer de monter un tout petit peu plus haut. Malheureusement la planche n'est pas assez grande, mais bon pour le moment c'est très concluant. Bon voilà ce que ça rend dans l'ensemble. Je vais pas monter beaucoup plus haut, ça sert pas à grand chose, à part tester un petit peu plus les crochets, mais là franchement je suis assez content, ça bouge pas du tout. J'ai mesuré un petit peu le plat et c'est même pas cintré ni rien. Là sachant que le camion à vide il fait au moins déjà 2 tonnes 2, plus qu'il y a dedans, on va dire allez 2 tonnes 4, 2 tonnes 5 facile. Donc ça ferait au moins, allez, même si on prend que la moitié, parce qu'il y a beaucoup, un peu à l'arrière, on dirait que ça ferait plus de 500 kg déjà par rampe, avec au milieu. Donc déjà la rampe elle tient, et le crochet, il faudrait que le poids soit vraiment limite pour avoir le pouce de poids dessus. Mais franchement là je suis très content. Là vous pouvez prendre une règle si vous voulez sur Photoshop, et vous verrez que les rampes elles sont toujours parfaitement droites. Bon, il n'y aura pas des planches dessus, ça sera un plancher alu, mais c'est pas les planches qui font la solidité dans ce cas là. La dépanneuse elle a quasiment pas baissé, même en étant comme ça. Donc je suis content, mon test est concluant, je vais m'arrêter là et je vais continuer la fabrication de mes rampes. Bon, maintenant que les rampes c'est bon, il manque à découper la tôle et à faire des finitions, mais ça on verra après. Maintenant ce que je vais faire, c'est qu'il faut que je fabrique un outil
de renvoi d'angle, parce que comme pour ceux qui suivent, vous avez vu que j'ai mis le treuil sous le plateau, sous une trappe ici, que je vais encore remodifier, mais on verra ça un petit peu plus tard. Là pour le moment, ce que je vais faire, c'est un outil donc qui va se mettre dans les carrés ici ou ici, pour faire un renvoi d'angle de la corde. Donc dans mon cas c'est une corde, ça aurait pu être un câble. Donc moi il vient vers le bas, j'ai besoin qu'il parte vers l'arrière. Donc j'ai acheté des poulies comme ça, qui font la bonne taille pour la corde. Et je voudrais fabriquer quelque chose qui me tienne la poulie environ ici. Il faut pas que ça soit pris des deux côtés, parce que je pourrais pas passer la corde derrière. Donc il faut que ça soit pris que d'un côté, ou alors que ça revienne par devant, comme ça par exemple. Bref, je sais pas si je me suis bien fait comprendre, mais vous allez voir au fur et à mesure que je vais fabriquer. J'ai pas fait de plan, mais je l'ai un petit peu dans la tête comment je vais le faire. Déjà, je vais prendre un tube qui rentre là-dedans pour pouvoir faire un trou et mettre une goupille. Et ensuite, au bout, j'adapterai au plus court pour pas avoir de porte-à-faux cette poulie pour qu'elle puisse me faire le renvoi d'angle du câble. Ensuite, je ferai d'autres outils, mais ça sera certainement dans un second temps, ou peut-être maintenant, si j'ai le temps. J'ai pas trop filmé la fabrication, mais j'ai fabriqué cet outil. Alors c'est un outil qui est démontable, pour ceux qui n'ont pas compris. Là j'ai mis une grande barre, mais bien sûr je vais couper un axe et faire quelque chose de sur mesure. Là c'était vraiment on va dire un premier test pour voir si ça fonctionnait déjà à vide, sans poids. Le point le plus faible pour moi, c'est les vis qui sont M12. Alors c'est pas forcément les plus solides, mais je pourrais les changer par la suite. Et une vis M12, ça tient environ en cisaillement à 3 tonnes. Donc ici et ici, donc un petit peu plus que 3 tonnes théoriquement, bon bref, on va dire 3 tonnes. Et même un véhicule qui fait 2 tonnes par exemple, on ne tire pas 2 tonnes avec un treuil, à moins que les roues soient bloquées et qu'elles soient à moitié enfouies dans le sol. Mais ça c'est une autre question que j'ai pas à me poser pour le moment. Des outils comme ça, je pourrais en fabriquer autant que je veux. J'ai fait le système d'attache ici avec des carrés pour essayer de faire quelque chose d'un petit peu universel à ma façon. Là, c'est la version light. Je vais encore renforcer. Ici, là, je vais renforcer. Je vais finir toutes mes soudures. Là, on peut voir, c'est juste pointé. Ici, je vais arrondir. Bref, vous m'avez compris. C'était juste la version de test. Et du coup, ce système me permet de pouvoir pivoter un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Parce que quand on tire pas forcément toujours tout droit. Et voilà pour mon système. Alors c'est pas parfait, mais j'ai fait un petit peu ça en urgence, il faut que j'aille chercher des voitures. Et en plus, comme j'ai dit, je pourrais toujours en fabriquer un autre par la suite. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi en attendant, je vais renforcer ça. Et puis je vous montre une fois que c'est terminé à ce niveau-là. Bon voilà la version presque finale de mon système. Alors presque finale, pourquoi? Parce que je ne l'ai pas encore peint. Je vais en profiter d'aller chercher des voitures et de devoir en treuiller au moins une pour voir si ça tient. Donc c'est un système, comme j'avais dit. Alors le trou que j'ai fait ici, il est beaucoup plus grand, mais c'est fait exprès parce que les trous ils sont pas parfaitement centrés. J'ai fait ça à la main et ça me permet de pas m'embêter à devoir faire des outils qui vont dans un attelage et pas dans l'autre. Enfin dans un attelage, vous m'avez compris, dans les carrés. Donc là je donne ma place, voilà. Et ensuite, bon, il y a un peu de jeu, mais c'est pas grave, une fois que ça sera en tension, ça bougera plus. Et je pense que ça sera assez solide. L'axe il fait 20 mm de diamètre en plein, donc c'est pas l'axe qui va lâcher. Et j'espère bien qu'il n'y a rien qui va lâcher. Comme on peut voir ici, j'ai un petit peu renforcé. Les soudures c'est pas très joli, mais bon, le principal c'est que ça tienne. Et on verra si je fais quelque chose de définitif après. Peut-être que je lisserai un peu plus les soudures, on verra. J'ai laissé volontairement ouvert sur ce côté pour pouvoir passer le câble du treuil. Donc le treuil, je le sors de son logement et je peux le passer ici autour de la poulie. Alors bien sûr, il faut quand même qu'il y ait un peu de tension, sinon il peut sauter. Bon, enfin il peut sauter. On peut voir qu'il tient quand même déjà pas mal. Et puis ensuite, eh ben, ça me permet déjà de pouvoir tirer à la main quand il est débrayé. Et ensuite, je le rembraye. Et avec la télécommande, je peux le rentrer et je pense que ça ira parfaitement comme ça. Comme j'ai dit, je l'ai fait un peu pivotant pour qu'il puisse aller à droite à gauche. Et j'espère que ça tiendra. En tout cas, j'ai fait du mieux que je pouvais en renforçant comme je pouvais. Si besoin, cet outil, je peux aussi le mettre à d'autres endroits, comme par exemple ici en bas, pour que ça force un petit peu plus bas, enfin que je tire le câble d'un petit peu plus bas. Dans ce cas-là, c'est pas utile avec celui-ci, mais je pourrais aussi également le mettre sur le côté si ça me va. Bon, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais m'occuper de la peinture des rampes, et puis après on pourra tester ça quand j'irai chercher la voiture.
Je vais mettre en peinture mes rampes et je vais en profiter aussi pour peindre les supports ici des bumpers. Alors les bumpers sont pas en super état, mais bon, tant pis, ça ira bien. De toute façon, ils en verront sûrement d'autres, ou pas, j'espère pas en tout cas. Celui-ci, il faut le redresser un petit peu. Ici, on peut voir qu'il est tordu, et ici encore plus. Donc j'avais laissé les bumpers pour vous montrer, mais je vais y enlever, redresser ça, y brosser, et puis ensuite on passe à la mise en peinture de tout ça, enfin mise en après et mise en peinture. Bon, j'ai brossé les deux platines pour les bumpers. Je les ai pas totalement décapés, mais bon, ça ira pour la peinture. Là, je vais passer un après époxy, donc sur les rampes et sur les platines. Après, je passerai la peinture une fois que ça sera sec. En ce moment, il fait très chaud. J'ai fermé le portail parce que la dépanneuse est juste derrière et je voudrais pas mettre de la peinture dessus. Donc c'est parti maintenant pour l'après époxy. J'ai attendu que ça sèche un peu et ensuite j'ai retourné les rampes pour peindre bien sûr l'autre côté, tous les côtés que j'avais pas peint bien sûr juste avant. Donc là après je vais attendre un petit peu que ça sèche. En attendant je vais m'occuper des petits détails, enfin de petits détails qui restent encore sur la dépanneuse. Et puis après je pourrai passer la peinture une fois que ça sera un petit peu plus sec. Pareil, il faudra que je retourne encore les rampes et il faudra que j'attende encore que ça sèche. Donc c'est assez long de faire ça parce que on peut pas faire ça en une fois. Mais bon, au moins ça sera fait et en attendant je peux quand même faire des bricoles à côté. Alors déjà, je vais m'occuper de ça. J'ai le tuyau de mise à l'air ici du réservoir que je dois recouper parce que j'avais pas encore fixé et quand je l'ai fixé, je m'en suis pas occupé. Donc je vais le redéfaire du côté du réservoir, j'avais pas mis de collier. Je vais le mettre à la bonne longueur, pas trop tendu non plus. Et puis comme ça, je pourrais mettre un collier de fixation et ça sera bon pour ce côté-là. C'est pas bon que le tuyau d'air de mise à l'air soit comme ça parce que s'il se remplit de carburant en bas, dans le creux, et il n'y a plus de mise à l'air. Bref, vous m'avez compris. Je mets ça comme il faut et on passe à autre chose. Bon voilà, ça c'est fait. Comme on peut voir, c'est toujours au-dessus du réservoir, enfin quasiment au plus haut que le dessus du réservoir, donc c'est nickel. J'ai coupé tout ça quand même et j'ai pas mis de collier parce qu'en fait j'ai déjà galéré pour l'enlever et en fait je pense que ça tiendra bien comme ça. De toute façon c'est la mise à l'air donc ça craint pas grand chose, il n'y a pas de pression normalement dans le réservoir. Donc ça ira très bien comme ça. Une bonne chose de faite, maintenant on passe au clignotant avant. Alors quand je parle de clignotant, c'est bien sûr à l'avant, ceux-là. On peut voir qu'ils sont bien passés. Ils sont orange, ça choque un petit peu je trouve, bon c'est pas ce qu'il y a de plus grave. Et j'ai eu l'occasion de tomber sur des clignotants blancs, alors ça n'existait pas chez Volkswagen, c'est des clignotants, donc c'est un, enfin je sais pas, c'est pas vraiment des clignotants mais c'est le même type de phare. Donc ça c'est la base, j'en aurais pas besoin. Et avec cette base, donc comme par exemple celui-ci, il y a le cache qui est blanc devant. Donc en fait ça change totalement du orange. Bien sûr il faut aussi que je change l'ampoule à l'intérieur parce que là l'ampoule elle est blanche et moi il va falloir que ça clignote en orange. Donc l'avantage, déjà c'est que c'est blanc, donc c'est un petit peu plus joli. J'ai les joints neufs et j'avais de l'eau qui rentrait à l'intérieur parce que les joints ils devaient être trop passés. Donc j'en profite de changer les joints, la vitre pour mettre en blanc et l'ampoule orange qui est à l'intérieur. Et puis on voit ce que ça donne après une fois que c'est monté. Bon, je viens de voir que les clignotants clignotaient un peu moins vite. Bon, je sais pas si c'est très grave. C'est pas une surprise, mais j'avais monté l'autre déjà avant pour voir ce que ça donnait. Moi, je suis content du résultat, surtout quand c'est éteint. Après, quand ça clignote, il faut que ça clignote orange.
Je vous montre la référence tout de suite pour ceux que ça intéresse, mais c'est vrai que c'est pas des pièces évidentes à trouver. J'ai un peu sauté sur l'occasion. C'est pas l'affaire du siècle. Je les ai payés, je crois, 35 € livrés. Mais bon, au moins c'est fait. Le mieux, ça serait de changer les joints qu'il y a aussi derrière le support, enfin la base de clignotant. Mais il faut retourner, faut repasser par derrière et j'ai plus l'accès. Donc pour le moment, ça restera comme ça. Et ensuite, on va passer à autre chose. Je ne crois pas que la base ça soit la même, mais dans tous les cas, on peut voir qu'il y a un joint derrière, comme ça, comme je disais, entre la base du clignotant et la carrosserie. Et c'est vrai que ça aurait été bien de le changer. Ça sera peut-être fait plus tard, mais pas maintenant. Pour la référence d'origine, je crois qu'on la voit ici. Donc voilà, ça c'est la référence, donc Hulot avec ça. Et je vous mettrai l'autre référence, si j'en ai une autre, en haut à droite, si j'y pense. Dans l'ensemble, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment plus joli. Bon, c'était pas non plus horrible avec les clignotants orange, mais ça fait un petit peu moins tache. Donc maintenant, c'est bon. Comme ça fait propre. Bon, maintenant il y a ça. J'en avais parlé dans une vidéo précédente. En fait, vu que mon treuil est caché là-dessous et que ma porte ne s'ouvre pas à fond, je vais être obligé, enfin presque obligé de la refermer pour pouvoir utiliser la tâche du bas. Parce que sinon le câble il risque de frotter là. C'est pas génial. Et puis en plus, ça fait ouvert, c'est dommage. Donc en fait, j'avais pensé à mettre un espèce de passe-câble. Donc faut quand même que je garde au moins d'ici jusque là. Parce que le câble, suivant comment il est déroulé, il est plus ou moins... à droite ou à gauche, et du coup il faut au moins que j'ai cette largeur dans le passe-câble, pardon. Donc ça fait un passe-câble qui était quand même assez grand, 20 cm environ. Du coup j'ai acheté ça. Alors je sais pas si ça va être génial, le poil est très souple et je pense qu'avec l'utilisation ça risque de se tordre, mais bon, pour le moment je vais tester comme ça. On peut voir qu'il y a un petit décroché ici, donc je vais couper deux petites longueurs qui vont correspondre à ce que j'ai besoin pour en mettre une à gauche, une à droite, et ensuite le décrocher comme ça va me permettre de faire des trous dedans et de pouvoir y rifter de chaque côté. Je fais tout ça, je mets tout ça en place, je découpe. Alors je découpe le moins possible pour que ça reste un petit peu rigide et pour que bien sûr les poils se tordent le moins possible. Ça sert à rien d'avoir des poils de partout, vous m'avez compris. Et du coup je fais la découpe et je vous montre une fois que c'est fait. Et voilà le résultat final. Alors final, j'étais un petit peu gourmand sur la distance ici. Je voulais faire le plus petit possible, mais j'aurais dû décaler d'1 centimètre. Bon, maintenant que c'est fait, je vais pas tout refaire. Mais le câble est un peu proche d'ici. Je pense pas qu'il va frotter. Il frotte pas, mais bon, il est quand même assez proche. Donc je pense pas que ça craigne non plus. Dans tous les cas, au moins ça fait nickel comme ça. Je peux fermer la porte et utiliser le câble qui sort. Même si le câble est tendu, je peux ouvrir la porte. Bref, je pense que c'est pas mal comme ça. À voir si je recoupe les poils qui se chevauchent, pardon. Et ensuite, et ben voilà le système avec le câble qui va jusqu'à là-bas. J'ai remarqué qu'aussi en partant de la poulie du haut comme ça, et ben j'ai mon câble qui touche quasiment pas au bout du plateau, même en allant jusqu'à par terre comme s'il y avait une voiture. Bref, je sais pas si vous avez compris, mais je vous montrerai ça quand je devrais charger la voiture. Maintenant, je vais ranger le câble et ensuite je passe à la peinture des rampes définitive. Allez, c'est parti pour la peinture des rampes, la même couleur que le plateau. J'espère que j'en aurai assez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Bon, bah, comme je m'y attendais, j'en ai pas assez, j'ai pas fait tout le dessous et là il me manque juste le morceau sur le côté. Il manque aussi une bonne partie du dessous, forcément je les ai pas encore tournés. Donc je vais pas recommander un pot 40 balles, donc 50 balles de commande juste pour 1 litre. C'est de la peinture qui est très chère honnêtement pour ce que c'est. Je regrette pas de l'avoir fait, ça fait bien, mais c'est pas aussi solide que ce qu'on le dit. Et j'ai déjà des accros un petit peu sur le plateau. Bon, pas des trucs très graves, mais bon, c'est pas aussi solide que ça. C'est pas plus solide que l'antigravillon en fait, sauf que c'est beaucoup plus cher. Donc en parlant d'antigravillon, il m'en reste. Alors il est gris foncé. Ce que je vais faire, c'est que je vais combler les endroits pour avoir au moins la texture et faire le dessous. Quand le dessus sera sec, je pourrai tourner. Et ensuite, je passerai un coup de peinture noire un petit peu de partout. Et puis ben ça sera comme ça. Alors ça fera un petit peu l'effet désiré. On verra comment ça vieillit. De toute façon, c'est des rampes, hein, donc c'est démontable. Je pourrais toujours au pire les refaire, même si j'ai pas forcément envie, mais on verra dans le temps comment ça évolue. Le but c'est pas non plus qu'elle rouille, donc qu'elle soit bien protégée. Il y a déjà au moins l'après-époxy de partout, et puis maintenant il me reste juste à faire la couche de peinture pour avoir le rendu comme le plateau. Bref, j'attends un petit peu, je vais nettoyer le pistolet, mettre de l'antigravillon ici sur le côté un petit peu. L'antigravillon ne sèche pas, donc je peux faire ici et attendre que ça sèche pour faire le dessus, alors que là le mélange ne tient qu'1 heure une fois qu'il est mélangé, en tout cas en théorie à 20 degrés. Bref, je vais vite nettoyer avant que ça sèche dans le pistolet. Et je vous reprends dès que j'ai fini tout ce que je vous ai dit, peut-être avant de faire la peinture noire.
Comme ça vous donnera un petit peu le rendu de mon bricolage entre guillemets. Bon, en attendant que le premier côté des rampes sèche pour peindre l'autre côté, et pour y finir, j'ai acheté ça. Alors qu'est-ce que c'est? C'est un kit TPMS qui se branche, enfin qui se met sur les valves. Donc là on a des numéros. J'ai pris un modèle avec 6 valves, donc parce que j'ai 6 pneus, j'en ai 4 à l'arrière et 2 à l'avant. Et du coup, après dessus j'ai un petit écran donc, qui est là. Alors c'est peut-être un peu gadget, je sais pas, on verra. Et du coup sur le petit écran ici j'ai la forme qui s'allume, enfin la forme des pneus, des 4 pneus arrière et des 2 pneus avant qui s'allument avec la pression et la température normalement. Là ça recharge avec le solaire, bon ça à voir. Et sinon j'ai un petit câble pour brancher sur une prise USB, par exemple brancher sur le poste autoradio pour le recharger de temps en temps. Je vais mettre en place tout ça et on voit ce que ça donne. Bon, on est presque 3 heures après. J'ai fait autre chose parce qu'en fait au début j'avais que 2 valeurs, c'était même pas les bonnes, c'était 1,2, 1,2. Celle-ci en haut à droite, enfin avant gauche et arrière droit, mais celle de l'intérieur. Après il y en a 2 autres entre temps qui se sont mis et j'attends encore que les 2 autres se mettent. Je pense que je vais le laisser allumer pendant toute la nuit, voire encore une journée, en espérant que ça se mette quand même à jour. C'est quand même pratique, je vous en reparlerai une prochaine fois quand j'aurai mieux compris. Là c'est les pressions en barre et là je peux avoir les températures en degrés. Alors les 2,27 je pense pas qu'ils soient bons étant donné que c'est 0 bar. Je pense que c'est pas détecté, les pneus ils sont pas à plat, il y a de l'air dedans. Donc je vais laisser allumer encore une fois un petit moment et puis on verra un petit peu plus tard si j'ai le temps de vous en reparler. Entre temps j'ai passé anti-gravillon gris foncé sur les parties qui n'étaient pas encore on va dire peintes. Bon, comme vous voyez il est gris foncé, ça se voit peut-être pas forcément beaucoup à la caméra mais moi je le sais et je le vois. Donc maintenant ce que je vais faire, c'est déjà sec en plus, ça sèche même plus vite que la peinture Warrior. Franchement je pense que la prochaine fois que j'aurai besoin de faire quelque chose je le ferai à l'anti-gravillon parce que l'effet c'est quasiment le même. Et je suis pas sûr que ça soit moins solide. Bon bref, ça c'est encore une autre question. Pour aller avec le plateau, ce que je vais faire c'est que je vais mettre une peinture noire par dessus. Alors c'est un anti-gravillon qui est teintable, enfin qui est pas teintable pardon, qui peut être peint. Donc je vais le peindre. C'est assez sec pour que je le peigne. Je vais passer un gros coup de noir peinture châssis, je crois qu'il m'en reste. Et comme ça, ça ira bien, ça fera illusion et ça fera comme le plateau, le même effet que le plateau. Et de toute façon après avec la tôle par-dessus, alors là c'est le dessous mais avec la tôle par-dessus, ça se verra quasiment plus, ça fera juste un petit peu de l'esthétique sur les côtés des rampes. Bon voilà, c'est noir, et ben voilà, et ben comme ça c'est fait, et puis on n'en parlera plus. Bon, ça sera peut-être un peu brillant, mais c'est pas grave, ça fera un petit peu décalé par rapport au plateau, mais ça fera un bon coup de propre, j'espère que ça tiendra longtemps. Pour les zones ici qui seront en appui avec le sol, je vais rifter de l'alu comme sur le dessus, comme ça l'alu ça rouille pas, et puis ça permettra au pire d'abîmer la tôle en alu et de changer que la tôle en alu. Pas d'abîmer la peinture, que ça aille jusqu'au métal et que ça rouille, bref, vous m'avez compris. Là, je vais laisser 1 jour et demi pour bien sécher, parce qu'il faut que je fasse autre chose, et puis en plus, il faut que ça sèche. Et puis, on se retrouve pour remonter les plaques qu'on a eu dessus, qui sont tout là-bas, que j'ai pas encore coupé. On est 1 jour et demi après. Comme vous pouvez voir, j'ai déjà commencé à rifter, à rifter une plaque sur une des rampes. Il manque à faire la deuxième. Je trouve vraiment que ça rend super bien. J'espère que la tôle sera pas trop fine. Je m'en rappelle plus, je crois que c'est du 2 ou 3 mm, enfin 2/3 mm. Je crois que ça varie avec l'épaisseur des stries. Je ne me rappelle plus du nom, mais bref, du damier, voilà. Les coupes, elles sont pas tout à fait droites, mais je trouve que ça choque pas tant que ça. Et puis, ça sera bon pour la première rampe. Maintenant, je vais faire la deuxième. Et puis ensuite, on pourra les mettre dans la dépanneuse pour les ranger. Coucou! Bon, allez, c'est parti. Je vais enfin chercher une voiture pour la première fois avec. Je fais un trajet moyen, on va dire. Au début il fumait bleu, maintenant il fume plus du tout, je suis content, il avait besoin de rouler un petit peu. À force de faire des avant-arrière, à mon avis, c'était pas bien bon. Donc là je suis content. Je suis avec mon père, on va chercher une voiture et je vous montre une fois qu'on est là-bas. Bon voilà, je retourne chez moi avec cette voiture. Bon, j'aurai peut-être l'occasion de vous en reparler. Comme on peut voir ici, j'ai le pneu qui est à plat, le pneu extérieur. Je comprenais pas pourquoi et en touchant la valve elle m'est restée dans les doigts. Toutes mes valves sont craquelées donc je vais essayer de rentrer tranquillement jusqu'à chez moi comme ça. Comme on peut voir j'ai pas encore la roue de secours parce que j'ai pas le support, c'est des petites finitions qui me manquent et que j'aurais eu besoin aujourd'hui, mais bon de toute façon j'avais pas le cric non plus. Bref, j'ai pas trop filmé parce que c'est mon premier vrai trajet on va dire et j'essaye de faire attention sur la route et aussi aux défauts qu'il pourrait y avoir. On se retrouve une fois que je suis retourné à l'atelier. Bon voilà, on a déchargé la Mini. Alors désolé je vous ai pas filmé mais bon j'aurai l'occasion de vous filmer des déchargements encore plus sympas avec des voitures un peu plus anciennes, j'espère d'ici quelques semaines voire quelques mois. C'est une première expérience
on va dire, satisfaisante pour moi, malgré que mes valves sont toutes craquelées, donc ça sera à changer, mais j'ai réussi quand même à rentrer chez moi sans souci, avec juste un pneu qui est à plat du coup, parce que la valve m'est restée dans les doigts. Bon, aujourd'hui je retire les roues, les 6, parce qu'en fait, malgré que j'ai pas beaucoup roulé avec, toutes les valves sont toutes cramées, je sais pas si ça se verra, et c'est à cause de ça que j'ai crevé celle-ci. Donc là on peut voir que le pneu est complètement à plat, la valve m'est carrément restée dans les doigts. Donc je vais changer toutes les valves en espérant que ça fasse pas pareil, mais bon, au moins elles sont restées à l'ombre, celles que j'ai. Je change les 6 valves et puis ensuite on voit ce que ça donne. Bon voilà, j'ai changé toutes mes valves, les 6 valves, ça m'a pris du temps, c'était pas très intéressant, mais au moins je vous ai montré. Maintenant, j'ai un autre problème, c'est que j'avais plus le manomètre de pression de turbo au retour lorsque j'ai ramené la voiture, et j'avais l'impression d'avoir une fuite de turbo, un peu moins de puissance. Donc j'ai ouvert le moteur, et grâce aux vidéos que j'ai fait, je savais où j'avais branché le manomètre. Donc je l'ai branché sur un T ici, à l'arrière du collecteur, et comme on peut voir, alors je sais pas si on verra bien, mais là, il y a une durite qui s'est barrée. Donc je vais mettre un petit collier pour renforcer tout ça, je le remets en place, et puis c'est bon pour ça. Je referme le capot, et puis je vais chercher une autre voiture pour faire un deuxième test. J'ai rajouté 2 petits colliers, de l'autre côté aussi, étant donné que c'est la même durite, elle risquait aussi de sauter, puisque l'autre avait un collier. Derrière, elle est bien emmanchée parce qu'elle est un peu plus fine. Et en plus de ça, ça mettait une panne parce que c'est ce qui gère la dépression, enfin la pression de turbo par rapport à la pompe à injection. Donc c'est pour ça que j'avais une perte de puissance. Donc juste une petite durite comme ça me faisait perdre énormément de puissance. Et en plus, j'avais plus ma pression au tableau de bord. Donc c'était un bon indicatif pour voir qu'il y avait une panne. Maintenant, je remonte tout et puis je vais chercher la deuxième voiture comme je vous ai dit. Bon voilà, c'est parti. Je vais chercher la deuxième voiture. J'espère que vous m'entendez bien, sinon je ne mettrai pas cette séquence. Je voudrais vous parler à chaud un petit peu des suspensions pneumatiques. Je suis un petit peu mitigé pour plusieurs raisons. Là actuellement à vide, j'ai chargé à 2 bars environ. Et quand je suis à 0 bar, ça tape énormément de l'arrière. Et quand je suis à 2 bars, franchement je suis sur un coussin d'air, c'est le cas de le dire. Donc c'est vraiment génial. Je vous en reparlerai un petit peu plus tard des suspensions pneumatiques. En attendant, je vais chercher la deuxième voiture. Et puis on se retrouve là-bas. Bon bah voilà, désolé, j'ai pas eu le temps de filmer sur place, mais bon, dans tous les cas, là, je me suis arrêté pour boire un coup. Donc c'est une petite C4 de 2012, 1 litre 4, je crois, VTI, essence, 90 chevaux, il me semble. Là, on peut voir qu'il y a le capot ouvert parce que la culasse c'est pas sur le moteur et j'ai dû mettre mon super moteur pour le soutenir. J'ai toutes les pièces, c'est un ami qui a démonté et qui me l'a donné. Donc on verra ce qu'on arrive à en faire. Je sais pas si je ferai une vidéo là-dessus, mais en tout cas ça me permet de tester la dépanneuse. Je vois que les suspensions pneumatiques sont quand même mieux que je pensais dernièrement, ce que j'ai dit juste avant dans la vidéo. Mais j'aurai l'occasion de vous en reparler un petit peu plus tard dans l'atelier pour faire un petit compte rendu de ce que j'en pense. Cette fois-ci je suis arrivé à l'atelier, sans panne, en tout cas pas visible, donc c'est bien de ce côté-là. Bon, je vous en parlerai un petit peu du rendu un petit peu plus tard. Je vais encore peut-être faire un petit trajet encore. Je vous ai pas reparlé de ce petit gadget là qui me donne la pression des pneus. Alors comme on peut voir, on voit le schéma, les 2 pneus avant et les 4 pneus arrière. On peut voir la pression. Alors jusqu'à il n'y a pas si longtemps là, jusqu'à tout à l'heure, les 6 pneus marchaient pas et en fait je me suis rapproché avec le boîtier des valves, enfin des petits bouchons on va dire. J'ai dévissé, revissé et ça les a pris en compte. C'est peut-être que j'aurais dû faire plus tôt. Donc là c'est la pression d'air, on peut voir 2,7 parce que j'arrivais pas à le revisser, ça m'a fait perdre un peu de pression, mais au moins c'est mis en place. Et quand j'appuie dessus, ça me donne la température. Alors le 27, il est peut-être pas très juste parce que... Ou peut-être qu'il est juste, je sais pas. Mais je viens juste de le mettre en place. Alors peut-être que c'est la valeur de base. Et on peut voir que lorsque je suis sur la pression, je vois quand même le minimum et le maximum de température ici en petit. C'est peut-être un peu gadget. Je sais pas si c'est très précis. En tout cas, les pneus, je les avais gonflés à 4,5 quand j'ai changé les valves tout à l'heure. Et j'avais gonflé les pneus arrière à 3. Alors bon, je sais pas. Je verrai avec le temps ce que ça donne. Je vais penser à bien l'éteindre parce que là où je le range ici, il n'y a pas le soleil qui vient dessus. Sinon, il se recharge avec le soleil. Je voudrais éviter quand même de le mettre dessus. Ça fait un peu trop voyant. Et puis là, j'ai un petit cache. Sinon, je peux aussi le recharger avec une prise USB avec le poste ici. Avec un petit câble. Donc, je pense que ça suffira comme ça. Et là, quand je m'en sers pas, eh ben, je l'éteins. S'il veut bien. Et voilà. Comme ça, ça perd pas la batterie. Et la prochaine fois que je m'en sers, je pourrai le rallumer. Et j'espère que ça fonctionnera encore. Je vous en reparlerai plus tard pour voir si ça me plaît. Pour le moment, je ne sais pas trop encore. On verra avec le temps. Je me suis acheté un crochet comme ça. Crochet de boucher, comme j'ai entendu appeler. S'accrocher sous les triangles comme ça. Quand on n'a pas possibilité de faire autrement. Ça permet de s'accrocher sous le triangle pour pouvoir tirer. Et l'autre côté, ici, eh ben, il se met dans le crochet. Malheureusement, moi dans mon cas, il est un peu trop, le trou est un peu trop petit. Bon, j'arrive quand même à le mettre dedans. Mais j'arrive pas à aller plus loin, il doit pas manquer grand chose, mais mon crochet il est un peu trop gros par rapport au trou de mon crochet de boucher. Bon bref, j'espère que vous avez compris, c'est pas grave, je l'aurai quand même. Ça a quand même une résistance c'est donné pour une résistance de 5 tonnes quand même. Là c'est écrit combien? 5400 lbs.
Alors c'est peut-être pas tout à fait 5 tonnes, ça doit faire peut-être un petit peu moins. Mais bon, dans tous les cas, c'est quand même bien pratique d'avoir ce genre d'outil dans une dépanneuse. Donc je le mets dans le coffre et puis je verrai si j'arrive à faire quelque chose pour ce trou. J'ai pas trop envie de l'agrandir, mais bref, on verra ce que je fais de ce côté-là. Juste avant dans la vidéo, je vous ai parlé de mon crochet. Entre temps, j'ai trouvé la solution d'acheter une manie. Et du coup, ça me fait beaucoup plus de place ici pour mettre le crochet. Et c'est impeccable. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai rentré la dépanneuse dans l'atelier. Parce que j'ai plusieurs problèmes. Alors déjà, on va commencer par enlever les roues arrière. J'ai un problème de freinage. Normalement, il y a le rattrapage automatique qui devrait se prendre en compte. Mais là, il marche pas du tout. C'est de la merde. Du coup, je vais redémonter, enlever le tambour, rétendre les mâchoires. Parce qu'au premier freinage, ça freine, mais c'est pas ouf. Et au deuxième freinage, c'est mieux. Et pour un freinage d'urgence, c'est vraiment pas idéal. Donc je démonte les roues déjà du côté droit pour enlever le tambour et resserrer un peu les mâchoires arrière. Et ensuite, je ferai pareil de l'autre côté. Donc j'ai démonté les roues comme je disais, j'ai enlevé le tambour, une petite vis et une extraction. Bref, je vous ai déjà expliqué ça quand j'ai refait tout ça. Et là, comme on peut voir ici, j'ai mis du WD-40, pour ça que c'est gras. Et c'est le rattrapage automatique. Alors normalement, plus on freine et plus c'est censé s'écarter et se régler automatiquement. Moi j'ai fait plus de 100 km, même un peu plus, je vous dirai un petit peu plus tard dans la vidéo. Et le rattrapage automatique il sert à rien. C'est vraiment un système de merde et pourtant c'est pas grippé. Bref, normalement j'ai un accès par derrière. Il y a un trou qui est derrière et puis avec un tournevis, on peut régler cette molette. Là j'ai démonté pour être sûr que ça se desserrait facilement, sans galérer. Donc là ce que je vais faire, c'est que je vais remettre le tambour. Je vais serrer jusqu'à ce que j'ai du mal à tourner, redesserrer à peine et ça sera bon comme ça pour le réglage. Au pire ça s'usera un petit peu plus et tant pis, mais au moins ça freinera bien. Bon, finalement ce côté passager, je suis pas certain que c'était vraiment un problème parce qu'en fait à peine en serrant ça frotte déjà un petit peu. Voilà, on entend que ça frotte un peu alors que ça frottait pas avant. Bon, je vais laisser comme ça dans tous les cas. Je vais aller voir de l'autre côté et en attendant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai gonflé avec mon compresseur de l'atelier les coussins parce que je sais qu'au bout d'un jour, voire un peu moins, ils se dégonflent. Donc je sais que j'ai une fuite et je profitais de ne pas avoir les roues pour écouter si j'avais pas une fuite ici parce que là, s'il faut démonter, vous imaginez bien qu'il faut enlever les roues. Donc là, je suis en train d'écouter, j'entends pas de fuite. Par contre, en gonflant, j'ai entendu une fuite de l'autre côté dans le coffre. Donc je vais voir de ce côté-là. Mais je suis venu voir quand même ici si j'entendais pas une fuite d'air ici. Là, ça n'a pas l'air. Je vais revérifier encore une fois. Et sinon, je remets les roues, je passe de l'autre côté. Et puis ensuite, on voit pour la fuite pneumatique. Je viens de démonter le côté conducteur. Le rattrapage automatique, il risquait pas de fonctionner parce que là, comme on peut voir, il a sauté. Et en plus, la vis, elle a du mal à se dévisser. Donc dans tous les cas, je pense pas que ça ait non plus une énorme force. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de dégripper tout ça, même si on voit que j'ai déjà mis du WD. Je l'avais déjà fait la première fois, mais bon bref. Et ensuite, je vais essayer de régler les mâchoires au plus serré et voir si ça fait un changement. Dans tous les cas, je vous le dis juste après quand j'ai tout remonté. Bon, je crois que je viens de trouver le problème. En fait, ici, le rattrapage automatique, alors déjà ça c'était en l'air comme vous avez vu. Et en fait, la grosse partie ici, elle n'était pas bien rentrée dans la mâchoire. J'ai réussi à la pousser, il y avait ça qui me gênait, bref. C'était mal mis et en fait la mâchoire quand je l'ai mis comme il faut elle est re-rentrée. Donc en fait à mon avis il y avait la mâchoire, enfin le cylindre de roue par contre qui était trop écarté par rapport à la pression qu'il y avait dedans. Et c'est ça le problème que j'avais. Donc je pense que j'ai trouvé mon problème. Maintenant ce que je vais faire c'est que je vais re-régler ici le rattrapage automatique. J'espère que ça s'est dégrippé, je vais essayer de voir si c'est débloqué. Et je pense que le problème venait de là. Là j'ai gagné presque 5 mm sur la mâchoire, c'est-à-dire que ça me l'a rééloigné encore du tambour. Donc je pense que le problème venait de là. Je ne sais pas si vous avez bien compris, mais dans tous les cas, j'espère retrouver le problème. On verra ça dans quelques instants quand j'aurai tout remonté. En fait, il n'y a rien qui va. La pédale de frein s'enfonce petit à petit lorsque le moteur est démarré. Mais ça ne le fait pas quand le moteur est éteint. J'ai resserré les mâchoires, elles sont à la limite d'arrêter les roues, donc c'est pas ça. On a refait une purge avec ma copine. Il n'y a aucune bulle d'air et ça n'a rien changé. Chez le Mastervac, pas le Mastervac, pardon, le maître cylindre, il est neuf et c'est la marque d'origine. Et ça me le faisait, il n'y a jamais eu de différence entre avant et maintenant. Les cylindres de roue sont neufs, les étriers avant ils sont remis à neuf, le répartiteur de freinage il est remis à neuf. Bref, tout est neuf, il n'y a que le Mastervac. Même si c'est ça, bon j'en ai un autre que je vais mettre par la suite. Là je peux pas le faire tout de suite parce que c'est trop tard et parce que là je vais péter un câble, je vais tout balancer de partout. Mais il faut que je change le Mastervac pour essayer. Je comprends pas comment ça pourrait être ça, mais ça ne fait ça que lorsque le moteur est démarré. Alors là, je sais pas si ça se verra, mais lorsque le moteur est éteint, si j'appuie à fond, je peux appuyer autant que je veux la pédale. Une fois qu'elle est appuyée, ça ne bouge plus. Par contre, une fois que le moteur est démarré, je vais vous montrer juste après, j'appuie, et en fait, que j'appuie doucement ou fort, la pédale, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'au plancher. Donc bref, je vais vous montrer ça, moteur allumé, et puis ensuite, je ferai le changement du Mastervac, même si c'est un peu la galère, parce qu'il est juste là, monté à l'envers par rapport à une voiture. Il faut changer tout le support, enlever le câble d'embrayage parce que la pédale d'embrayage vient avec.
Bref, je vais voir tout ça, mais dans un premier temps, je vais vous montrer le moteur allumé, ce que ça fait. Donc là, le moteur il est allumé. Je vais appuyer doucement dans un premier temps. Et vous allez voir que la pédale, alors je sais pas, vous essayez de trouver un repère pour voir, mais la pédale, elle finit toujours par descendre. Voilà, vous voyez, elle s'arrête jamais. Elle descend, elle descend, elle descend, elle descend, elle descend jusqu'au bout. Maintenant, si j'appuie fort, voilà, là elle est appuyée, mais elle continue de descendre. Je sais pas si vous verrez. Voilà, plus j'appuie, plus ça descend. Et ça ne me le fait pas lorsque le moteur est éteint. Donc, je vais arrêter de m'en parler parce que je vais me réénerver encore une fois en vous disant ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais changer le master vac. J'en ai un autre derrière. La référence de celui-ci, je crois qu'elle est là. Donc voilà, c'est ça. Ça correspond à un LT avec le moteur ACL, donc les derniers, malgré qu'on ne trouve pas sur les références. Bon bref, ça correspond au dernier. Et l'autre que j'ai, c'était celui qu'il y avait sur la dépanneuse à la base. Je sais plus la raison pour laquelle j'ai changé, certainement parce que les pédales étaient un petit peu mieux sur celle-ci. Mais les pédales, honnêtement, je m'en fous, j'ai envie que les freins ils marchent comme il faut. Alors par contre, ça freine très bien, hein. Ça freine. D'ailleurs, j'ai fait, comme je vous ai dit que je la dirais, j'ai fait 285 km presque avec. Et franchement, ça s'est pas trop mal passé dans l'ensemble, ça roule très bien, ça freine. J'avais la pédale qui était un petit peu trop molle, qui descendait trop bas d'un coup, un petit peu comme ça me fait encore. Je pensais que c'était les mâchoires, il y avait des problèmes comme on a vu, mais apparemment il y a encore un problème. Et je vais arrêter d'en parler, je change le master vac et puis on voit ce que ça donne d'ici là. Heureusement, j'ai un deuxième master vac, celui de la dépanneuse. On va pouvoir essayer de voir les choses du bon côté. Donc celui-ci, la référence est ici. Donc comme vous voyez, c'est pas exactement la même, mais c'est la bonne référence pour ce modèle. En tout cas, quand on regarde sur ETK, par exemple, pour voir les références chez Volkswagen. Il y a un autre point positif, c'est que là, j'ai fait des petits allers-retours sur 1 mètre. Et par contre, le freinage est beaucoup plus net, malgré que la pédale descende. Mais je pense qu'en fait, il y avait vraiment deux problèmes. Il y avait les mâchoires qui étaient mal réglées, le rattrapage automatique qui n'était pas bien mis du côté conducteur. Donc on va dire qu'aujourd'hui, c'est quand même ces choses qui sont réglées. Je vais essayer de changer cette pièce, je pense demain ou après-demain, je vais voir. Pour vous, ça sera dans la suite de la vidéo. J'ai encore d'autres choses à vous montrer. Et puis, moi, je vais aller manger parce que j'en ai marre pour aujourd'hui. On verra demain quand ça ira mieux. Bon, j'ai démonté le master vac qui était sur la dépanneuse. Enfin, celui-ci, c'est celui qui était là avant. Celui-ci, c'est celui que j'ai monté qui était sur la bétaillère. Donc, j'ai jamais vraiment roulé avec celui-là. Malgré tout, j'ai un peu du mal à croire à ce problème. Comme on peut voir, je vous avais montré juste avant. Mais là, la référence, ça finit par 101G. Et là, 105B. Si moi j'aurais dû en commander un, j'aurais commandé cette référence. Parce que celle-ci, je la trouve pas. Et quand je la recherche en direct, je la trouve qui correspond bien à des moteurs comme le ACL qui est monté dans la dépanneuse. Bref, pour ceux qui suivent, vous avez compris. Les trucs en caoutchouc sur les pédales, je pourrais toujours les changer. Là, je vais mettre un coup de nettoyage, je vais le remettre. Normalement, je devrais pas trop avoir de mal. En tout cas, j'espère. Honnêtement, à ce stade de la vidéo, j'y crois pas du tout que ce soit ça le problème. Mais j'espère encore un petit peu parce que tout le reste, c'est neuf. Je vais remonter le master vac et puis on voit ce que ça donne. Bon, j'ai nettoyé à peu près le master vac, je l'ai remis en place, j'ai tout remis en place, à part bien sûr les caches plastiques. Je suis un petit peu mitigé pour le résultat, je vais vous montrer, et puis vous allez me dire en commentaire ce que vous en pensez. J'ai l'impression que ça descend encore un peu, mais beaucoup moins. J'ai plus le grincement de la pédale, ça c'est un bonus on va dire. Je sais pas, la pédale est plus dure aux premiers abords. Je sais pas trop quoi en penser. Franchement, dites-moi ce que vous en pensez. Je vois même pas comment le master vac aurait pu régler ce problème, même si c'est moins pire que l'autre. Dans tous les cas, j'ai plus trop d'autres solutions. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Tout est neuf, tout a été changé. J'ai purgé 15 fois. Le master vac, j'en ai essayé 2. Celui-ci est un petit peu mieux. Je crois que c'est introuvable en plus ces modèles parce que c'est des doubles membranes, je sais pas quoi. Bref, je vous ai montré la référence avant. Si jamais vous avez un bon plan, dites-moi, mais je suis pas sûr que ça soit ça la panne. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi, il faut que je passe à autre chose parce que sinon je vais craquer. Bon, côté pneumatique, j'avais une petite fuite, enfin une bonne fuite même. J'avais le tuyau ici qui vient là, qui arrive sur un coude derrière. Alors le coude il se tordait, ça m'avait tordu le tuyau. Bref, j'ai refait. Et en fait, le tuyau, je pense qu'il était un petit peu trop cintré, on va dire. Ça me faisait une grosse fuite principale. Là, comme on peut voir, j'ai quasiment plus de 7 barres dedans. Ça fuit encore un tout petit peu. Ça descend vraiment très progressivement. Et pour trouver la panne, la fuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé de l'eau savonneuse que j'ai projeté un peu de partout. C'est pour ça que c'est dégueulasse. Alors là, on peut voir qu'il n'y a pas de petites bulles. Et là, je peux voir que ça fait... Je sais pas si vous verrez. Voilà, là, ça fait plein de bulles ici. Donc, je pense que j'ai une petite fuite ici sur le raccord que j'ai utilisé, enfin que j'ai mis un raccord comme un pneu pour pouvoir gonfler de manière externe mon circuit, mes suspensions.
C'est pas quelque chose que je me sers souvent, là je m'en sers pour les tests et je me suis dit que ça pourrait me servir éventuellement un jour où les suspensions tombent en panne et que je puisse me gonfler sur une station de service par exemple. Bon bref, peu importe. Là on peut voir qu'il y a une fuite. Donc je vais encore mettre du produit un peu sur d'autres endroits, voir si j'ai pas une autre fuite. Et puis ensuite eh ben, je réglerai tout ça en rajoutant du téflon pour faire un petit peu plus étanche et je revérifierai bien sûr avec l'eau savonneuse. Bon, j'ai beaucoup parlé, je sais, je parle beaucoup. Ceux que ça emmerde, eh ben, allez voir d'autres vidéos. Et puis sinon, bah, pour les autres, je vous explique la suite quand j'ai trouvé les pannes et que j'ai réparé tout ça. Allez hop là, une autre petite fuite ici, je continue et comme ça j'espère que j'aurai un système enfin étanche. Bon, comme on peut voir, j'ai un petit peu de l'eau savonneuse de partout, c'est pas très grave, ça séchera. Apparemment il n'y a plus trop de fuite, en tout cas pour le compresseur c'est bon. J'avais une fuite ici sur le clapet anti-retour, donc j'ai refait le raccord. Ici j'ai fait 3 raccords, celui-ci, celui-ci et celui qui est derrière celui-là. Malheureusement j'ai l'impression d'avoir encore une micro fuite parce que ça fait un petit moment que je suis dessus et là l'aiguille elle est pas tout à fait sur le trait blanc qu'il y a derrière. Et pourtant c'était le cas tout à l'heure, il y a peut-être 15-20 minutes. Bon, pour moi c'est déjà bien mieux qu'avant, ça me permettra au moins de faire un trajet, voire plusieurs dans la journée, avec les suspensions qui sont bien gonflées. Et puis de toute façon je peux les gonfler en quelques secondes, même de la cabine. Je vais voir quand même de ce côté, je vais laisser tout gonfler. Je vais pas pouvoir m'en occuper pendant plusieurs jours et je verrai comment c'est dans quelques jours, si ça fuit encore. Et puis dans tous les cas, bon, je vous ai montré la façon que j'avais faire. J'ai vérifié quand même les raccords qui sont derrière cette boîte là, comme je vous avais montré. J'ai revérifié aussi les raccords avec l'eau savonneuse qui sont sur les coussins d'air. Il n'y a que le manomètre à l'avant que j'ai pas vérifié. Bon, à voir, franchement à voir. Je vais laisser comme ça pour le moment, c'est déjà bien mieux qu'avant. Et puis on verra ce que ça donne par la suite. En tout cas, je suis bien mieux comme ça. Parce qu'avant, il fallait regonfler quand même assez souvent, j'avais une fuite assez conséquente. Bon voilà, ça sera tout pour cette vidéo. J'ai passé énormément d'heures sur cette dépanneuse. Alors je parle pas dans cette vidéo, je parle depuis le début. Et je me rends compte que c'est compliqué d'avoir quelque chose de parfait, c'est même presque impossible. Il faudrait aussi que je me contente un peu de l'état de la dépanneuse. Je vous mettrai une photo ici avant et après au même endroit pour que vous voyez la différence le jour où je l'ai acheté, le jour où je l'ai ramené. Et une photo qui date de très peu de temps dans l'état qu'elle est aujourd'hui. Et vous allez voir la différence. C'est vrai qu'en ayant tout le temps le nez dessus, je me rends compte que j'ai pas vu l'évolution autant que si j'avais tout fait d'un coup. Mais en tout cas, je suis vraiment content du résultat. J'arrive à m'en servir, comme vous avez vu dans cette vidéo. Je suis déjà allé chercher 2 voitures dans la vidéo. Une troisième aussi, j'ai fait un 3e transport. Il va falloir que je retourne chercher encore une des 2 voitures pour vous la présenter et faire le projet dans une autre vidéo dédiée. Bon, comme j'ai dit, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez sur tout ce que je vous ai demandé dans la vidéo dans les commentaires, à me laisser un like si la vidéo vous a plu, à vous abonner pour ne pas louper la suite. Il me reste encore des choses à faire là-dessus. Malheureusement, j'ai abîmé la rampe de phare, j'ai des fuites de carburant et j'ai surtout les procédures de Dreal à passer parce que la carte grise ne correspond pas avec la carrosserie. Mais tout ça, j'expliquerai ça dans une vidéo dédiée sur la dépanneuse toujours. Et j'espère que ça vous plaira toujours, mais n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper cette vidéo et les autres qui arriveront après. Moi, je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Salut!